Imaginez un lieu qui abrite une cinquantaine de tours de verre et de béton, certaines qui frôlent les 40 étages, Ok. et en même temps, ce même lieu protège jalousement une forêt humide de 26 hectares. À ce contraste, c'est l'île des Sœurs à Montréal. Exactement. Et c'est là-dessus qu'on se penche aujourd'hui. Parce que l'île est sur le point de vivre une transformation radicale. Et le détonateur de tout ça, c'est l'arrivée du REM, le nouveau réseau express métropolitain. Oui, on ne parle pas de petits ajustements là. On se base sur les documents du nouveau programme particulier d'urbanisme, le PPU, pour comprendre. La question est immense. Comment concilier une densification aussi massive avec une qualité de vie insulaire qui est assez unique? C'est ça. C'est l'éternel débat entre le développement et l'identité, quoi. Mais faut clarifier une chose tout de suite. Le débat, c'est pas d'être pour ou contre la densité. Non, la densité, elle est déjà là. Justement, elle est dans l'ADN de l'île. La vraie question, c'est comment on la gère? Quelle forme elle va prendre? Alors, c'est exactement ce qu'on va faire. On va plonger dans les chiffres, les défis et les paris qui sont, disons-le, assez audacieux. Et pour bien comprendre, je pense qu'il faut d'abord briser un mythe. Et l'idée que l'île des Sœurs, c'est une petite bourgade tranquille. Oui, cette image de banlieue dortoir avec des petites maisons unifamiliales, c'est faux. Ah, c'est complètement faux. On parle déjà de 45 à 50 tours résidentielles majeures. Ce n'est pas la rive sud, là. Non, c'est déjà une ville verticale. Et ce qui est fascinant, c'est que cette verticalité, elle n'est pas accidentelle. Ça fait partie de son héritage. Comment ça? Ça a été pensé comme ça dès les années 60-70. Le concept, c'était la cité dans un parc. Une idée inspirée par un géant de l'architecture, Ludwig Mies van der Rohe. Mies van der Rohe, c'est fou de penser à ça. On l'associe au gratte-ciel de Chicago, très droit, un peu froid. Oui, mais l'idée ici était révolutionnaire pour l'époque. On construit en hauteur, pas par manque d'espace, mais justement pour libérer de l'espace au sol. Pour le redonner à la nature et aux gens. Et c'est exactement ça. Les premières tours sur les rues Corot et de Gaspé, c'était un vrai laboratoire. Donc le PPU d'aujourd'hui, d'une certaine manière, il s'inscrit là-dedans. Attends une minute. Donc, même avec 50 tours, il reste beaucoup d'espace vert? Ça va un peu contre intuition. C'est le grand paradoxe de l'île. On estime qu'entre 30 et 40% de sa superficie, c'est des espaces verts. C'est un ratio exceptionnel si près du centre-ville. Vraiment? Et la pièce maîtresse, le joyau, c'est le domaine Saint-Paul. Et ça, c'est quoi concrètement? C'est 26 hectares. Pour donner une image, c'est l'équivalent de 36 terrains de football. 36? Oui. C'est une des dernières forêts humides de l'île de Montréal, classée écosystème forestier exceptionnel. Une vraie richesse au pied des condos. Donc on a cet équilibre très particulier, des tours de 43 étages comme la Symphonia View, et juste à côté, une forêt protégée. C'est ça qui définit l'île. Et c'est là-dedans que le nouveau PPU doit s'insérer. Il part pas d'une page blanche. Et ce PPU, il n'existerait pas sans ce fameux détonateur, la nouvelle station du REM. C'est elle qui change toutes les règles du jeu, n'est-ce pas? C'est le catalyseur, oui. Tout le secteur nord de l'île, 79 hectares, devient ce que les urbanistes appellent un quartier TOD. Transit Oriented Development. Exactement. Ça sonne un peu technique, mais l'idée est simple. On construit une mini-ville directement sur la station de transport en commun, pour que les gens n'aient plus besoin de leur voiture. Et le mot mini-ville est pas une exagération quand on regarde les chiffres du PPU. L'échelle est vertigineuse. C'est le moins qu'on puisse dire. Le plan ne fait pas dans la demi-mesure. Commençons par le logement. On parle d'ajouter au moins 4000 nouvelles unités. 4000 unités, si on calcule 2 personnes par logement en moyenne. Ça donne entre 500 et 750 nouveaux résidents, potentiellement. C'est énorme. C'est comme greffer une petite ville sur une île qui est déjà bien peuplée. C'est exactement ça. Et ça fait sauter une barrière psychologique et infrastructurelle. La population totale de l'île pourrait atteindre 30 000 habitants d'ici 2030-2035. Alors qu'historiquement, on a toujours parlé d'un plafond. Oui, un plafond autour de 25 000 résidents pour pas surcharger les ponts. Là, on fait le pari que le REM change complètement l'équation. Et plus de monde, j'imagine, ça veut dire plus de hauteur. Ça va monter jusqu'où? Près de la station, le nouveau zonage autorise des bâtiments de 12 à 30 étages. 30 étages. L'objectif, c'est de créer ce que le PPU appelle un signal métropolitain. Quelque chose d'imposant qu'on verrait bien depuis le pont Champlain, mais c'est plus nuancé. Plus on s'éloigne de la station, plus les hauteurs diminuent. Et ce n'est pas que du résidentiel non plus. Le plan s'attaque aussi à la place du commerce qui est, disons-le, un peu vieillotte. Un peu beaucoup, oui.
C'est un strip mall typique des années 80 avec son immense stationnement. Le PPU veut y ajouter jusqu'à 120 000 m² de fonctions économiques. C'est quoi 120 000 m² pour qu'on se fasse une idée? C'est l'équivalent de 2 fois la surface commerciale du centre Eaton. C'est colossal. Ah oui, quand même. Donc on ne parle pas juste de rajouter une pharmacie, un café? Non, pas en toute. L'idée, c'est de transformer ce lieu de passage en un vrai centre de quartier. Des commerces au rez-de-chaussée, des bureaux, des logements aux étages. Un milieu de vie complet. Voilà, on passe d'un lieu où tu vas en auto faire une course à un endroit où tu peux vivre, travailler, te divertir. Mais où est-ce qu'on construit tout ça? On va pas raser la forêt, j'espère? Non, non, heureusement, la stratégie est de cibler les terrains les moins utiles, c'est-à-dire les terrains vagues et surtout les immenses stationnements de surface. Ah, Essentiellement, on remplace de l'asphalte privé qui sert juste à garer des voitures par des tours, des bureaux et des parcs publics. c'est une belle image, remplacer l'asphalte par du verre et de la vie. Mais est-ce qu'on remplace pas un problème par un autre? C'est-à-dire? On concentre des milliers de personnes de plus dans un espace déjà restreint. La pression sur les commerces, les garderies, le bruit. L'asphalte au moins, c'était silencieux. Les gens, non. C'est une excellente observation. Ça soulève la question de la perception. Le plan promet 3,5 hectares de nouveaux parcs. C'est bien. Oui, Mais même avec plus de parcs, la sensation de densité va exploser. Le défi, ce sera pas juste la quantité d'espaces verts, mais leur qualité. ils vont être beaucoup plus sollicités. Infiniment plus. Ils devront être aménagés de façon exceptionnelle pour jouer leur rôle de poumon dans un quartier beaucoup plus dense. Ce qui nous amène directement au point de friction. Parce que sur papier, c'est beau, mais au quotidien, ça veut dire quoi, Fi? La crainte numéro 1 des résidents, c'est la circulation. L'asphyxie des accès. Surtout ce fameux rond-point stratière qui est déjà un cauchemar à l'heure de pointe. Exactement. Et c'est là qu'on touche au cœur du pari urbanistique de la ville. Un pari que certains trouvent audacieux, d'autres carrément téméraire. Et ce pari, c'est quoi, Fi? Toute la stratégie repose sur une seule idée, que la grande majorité des nouveaux résidents n'utiliseront pas leur voiture. Ils utiliseront le REM. J'entends la logique, mais on connaît les gens, on aime nos autos. Penser que des milliers de personnes, des familles avec des enfants, vont subitement abandonner la voiture, ça me semble optimiste. C'est un pari calculé. Et s'il ne fonctionne pas, il n'y a pas de plan B. Si, l'île est congestionnée pour de bon. Le risque est réel, c'est sûr. La ville mise tout sur la puissance de l'incitatif. La station du REM est conçue pour 3 000 à 5 000 passages par jour. C'est la soupape de sécurité du projet. L'argument, c'est que le trajet vers le centre-ville prend 6 minutes, sans trafic. Voilà, c'est un argument extrêmement convaincant. Mais vous avez raison, le succès ou l'échec du PPU va se jouer en grande partie là-dessus. Sur l'adoption massive de ce nouveau transport. Au-delà de la circulation, il y a d'autres défis sociaux qui sont énormes. L'éducation, par exemple. Les écoles de l'île sont déjà pleines à craquer. Oui, On ajoute des milliers de résidents, des centaines de nouvelles familles. Où vont aller ces enfants? le PPU anticipe le problème, du moins sur le papier. Les documents montrent qu'un terrain est réservé pour construire une nouvelle école primaire. Oui, mais on connaît la chanson à Montréal. Un terrain réservé sur une carte, ce n'est pas une école avec des murs et des profs. La question du financement, du calendrier, ça reste entier. C'est un point de vigilance majeur, absolument. Et le troisième grand enjeu, c'est peut-être le plus complexe. Le logement abordable? Exactement. L'île des Sœurs, c'est un des marchés immobiliers les plus chers de Montréal. Comment on s'assure qu'on ne crée pas une enclave encore plus exclusive? Le règlement pour une métropole mixte est censé régler ça, non? Avec sa cible de 20% de logements sociaux et 20% abordables. En théorie, oui. Mais est-ce que c'est réaliste ou juste une belle intention? Dans un quartier où la valeur des terrains est astronomique, le risque c'est que les promoteurs préfèrent payer une compensation financière à la ville. Ce qui est permis par la loi. Oui, et c'est souvent plus rentable pour eux. Donc on aurait l'argent, mais pas les logements sur place. Et la mixité sociale resterait un vœu pieux. C'est le vrai test pour la ville. Le danger, c'est que malgré les meilleures intentions, l'île devienne au final encore plus inaccessible. Alors, si on essaie de prendre un peu de recul, j'ai l'impression que l'île des Sœurs n'est pas en train de devenir une ville. Elle est plutôt en train de gérer la complexité d'une ville qu'elle est déjà. C'est une excellente synthèse. On passe d'une logique de banlieue segmentée, où on prend l'auto pour tout, à un milieu de vie plus complet, plus intégré. C'est ça. Et si on relie ça à une vision d'ensemble, la vraie mesure du succès, ce ne sera pas le nombre de tours construites. On sait qu'elles le seront. Alors ce sera quoi?
Ce sera la capacité du projet à préserver cette fameuse qualité de vie insulaire au cœur d'une densité métropolitaine pleinement assumée. J'ai beaucoup aimé une formule dans la source qui résume tout. L'enjeu, c'est de s'assurer que l'île reste un parc habité. Et ne devienne pas simplement un dortoir vertical connecté à un train. C'est exactement ça. Il faut préserver l'âme du lieu, cet équilibre unique, tout en l'adaptant aux impératifs du XXIe siècle. La lutte contre l'étalement urbain, la promotion du transport collectif, Précisément. c'est un projet qui, s'il réussit, pourrait en fait rendre l'île plus complète, plus connectée et, paradoxalement peut-être, même plus durable. C'est l'objectif, mais tout dépend de l'exécution et de la capacité à relever les défis sociaux dont on vient de parler. Ce qui nous amène à une dernière pensée, pour conclure. La vision originale de l'île, il y a plus de 50 ans, celle de Mies van der Rohe, c'était cette cité dans un parc, moderniste, presque utopique. Une vision très audacieuse pour son temps. Alors, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, après avoir vu l'ampleur de la transformation, les paris risqués sur le transport, la pression sur les services, avec cette nouvelle phase de densification extrême axée sur le transport collectif, est-ce qu'on assiste à l'accomplissement ultime de cette vision? Ou à la naissance de quelque chose de complètement différent. Quelque chose de si différent, de si intense, que même son architecte visionnaire, Mies van der Rohe, ne l'aurait peut-être pas reconnu.